Par chez nous, le moindre mot de travers ou maladroit dans le sens blanc-noir déclenche une véritable transe politico-médiatique, tandis que les innombrables agressions verbales et physiques que subissent au quotidien les Blancs de la part de la délinquance et de la criminalité arabo-africaine relèvent quant à eux de faits divers déracisés. On peut prendre la litanie, Antoine, poignardé à mort au Trocadéro le 1er janvier 2014. Marin Sauvageon, effroyablement tabassé avec des séquelles gravissimes à Lyon le 11 novembre 2016. Morane et Laura, poignardés à mort gare Saint-Charles à Marseille le 1er octobre 2017. Joachim, poignardé à mort à Montpellier le 2 novembre 2017. Adrien Pérez, poignardé à mort à la sortie d'une discothèque à Mélan le 29 juillet 2018. Et puis, au cours de cet été meurtrier de 2020, Axel, écrasé puis traîné sur des centaines de mètres pour finir démembré à Lyon. Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tabassé à mort à Bayonne. J'en passe et des pires. Quel point commun entre ceux qui nous a obstinément été présentés par les médias mainstream comme une simple succession de faits divers? Eh bien, le point commun, c'est que ces victimes sont toutes blanches et tous leurs auteurs sont maghrébins. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de ma chaîne YouTube. Me voici de retour après une trêve des confiseurs dont j'espère qu'elle fut pour vous reposante. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une belle et heureuse année 2021 pour vous-même et tous ceux que vous aimez. Que cette nouvelle année vous apporte la santé, la réussite et la joie. J'ai choisi de revenir aujourd'hui sur l'actualité de ces dernières semaines et notamment de quelques épisodes scandaleux où, comme toujours et de manière regrettable, la race, les origines ou la religion ont joué un rôle majeur. J'introduirai cette vidéo sur le racisme asymétrique, puisque c'est à ça que c'est consacré, par un petit rappel historique qui replace les faits divers dont je vous parlerai ensuite dans une perspective de longue période. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, l'antiracisme a été érigé en cause nationale et permanente. La France s'est soudainement réveillée raciste, xénophobe, haineuse et intolérante. Toute une palanquée d'associations fleurira sur les reliques d'une France qui a inventé l'humanisme, association dont l'influence atteindra le rang de magistère moral devant lequel tous les dirigeants depuis courbent l'échine. Cet antiracisme fut le combat des innocents, mais le moyen des cyniques. Et cyniques, elles le furent, ces élites françaises qui ont instrumentalisé l'antiracisme à coups de centaines de millions d'euros en 40 années, afin de s'en servir comme d'un bélier pour abattre l'unité nationale dans le sillage d'une immigration de masse alter-identitaire qu'elles organisaient par ailleurs. Si la lutte contre tous les racismes et toutes les haines est un noble combat, elle l'est beaucoup moins quand les autoproclamés antiracistes sélectionnent, picorent les racismes qui valent la peine d'être dénoncés et ceux qui sont ignorés, voire tout simplement niés. L'antiracisme fanatique que les gauchos progressistes nous servent depuis 40 ans a ainsi dégénéré en ce que j'appelle un racisme asymétrique. Le tampon raciste est ainsi uniquement attribué quand le coupable ou le coupable présumé est blanc et la victime, entre guillemets, racisée. Mot inventé par les antiracistes, mais qui est frappé au coin d'un insupportable racisme lui-même, puisqu'il essentialise les individus en fonction de leur race. Race qu'on s'acharne d'ailleurs à nier. Allez comprendre. Deux faits divers récents et rapprochés constituent des illustrations emblématiques de cette dissymétrie. Ainsi, tout le monde du football a fait bloc pour dénoncer le racisme après l'affaire des propos tenus par le 4e arbitre de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Istanbul qui s'est tenue le 8 décembre dernier. Après 13 minutes de jeu, Sébastien Kolchetkou, sur le banc de touche, avait demandé à l'arbitre central d'intervenir contre l'entraîneur adjoint de l'équipe turque, Pierre Webo. C'est le noir, je précise négru en roumain, ici, va voir et identifie-le. Ce gars, le noir, a déclaré Kolchetkou. S'ensuit un incident majeur orchestré par les joueurs parisiens et stambouliotes indignés. Dans la foulée, tous les ayatollahs à encensoir du monde gaucho-progressiste se sont levés comme un seul homme,
dénonçant un ignoble propos raciste. 10 jours plus tard, pourtant, le 19 décembre 2020, au cours de la rencontre entre les clubs de foot Borussia et Hoffenheim, l'international français de 23 ans, Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, a craché au visage du défenseur autrichien Stefan Posch après une séance de jeu un peu chaude. Si l'on transpose la sémantique antiraciste du premier cas à ce cas d'espèce, un joueur noir a donc craché au visage d'un joueur blanc. Et que s'est-il passé dans le sillage de ce deuxième geste scandaleux? Oui, des sanctions disciplinaires, bien sûr, mais dans un cadre totalement classique. Ainsi, pour les progressistes et le monde du sport qui s'est largement d'ailleurs africanisé, le crachat d'un joueur noir sur le visage d'un joueur blanc n'a absolument rien de raciste. C'est magique. Par contre, le simple mot noir dans la bouche d'un arbitre blanc pour désigner un joueur mérite une mini-émeute, une interruption de match, des genoux à terre et presque une enquête internationale. Pire, j'ai scrupuleusement regardé les comptes Twitter des Griezmann, Dembaba, Mbappé et autres Pierre Weibo. Vous savez, toutes ces stars du sport qui sont très à cheval sur tout ce qui touche les joueurs noirs. Vous croyez pas? Pas une seule réaction à ce crachat ignoble contre un joueur blanc. Pas une. D'où il vient que pour ces joueurs entre guillemets racisés, un bon crachat d'un noir sur un blanc vaut toujours mieux qu'un mauvais mot d'un blanc sur un noir. Ce traitement différencié de deux affaires où la couleur de peau est l'enjeu principal reflète précisément ce que j'appelle le racisme asymétrique. La gauche et l'antiracisme tentent une sortie en affirmant que rien ne prouve qu'il y avait une intention raciste dans le crachat de Marcus Thuram. Soit. Mais dans ce cas, rien ne prouve non plus que l'utilisation du mot noir par cet arbitre roumain avait un caractère raciste. En effet, l'arbitre roumain n'a pas dit au joueur « Hé, toi le noir !» Il a dit à son collègue « C'est le joueur noir » pour le désigner. C'est indiscutablement maladroit, mais pourquoi y voir une intention raciste? Vous imaginez si les Blancs qui vivent en Afrique se mettent à se rouler par terre et à éructer à chaque fois qu'on les qualifie de Blancs? Mais on leur passerait la camisole. Mais par chez nous, le moindre mot de travers ou maladroit dans le sens blanc-noir déclenche une véritable transe politico-médiatique, tandis que les innombrables agressions verbales et physiques que subissent au quotidien les Blancs de la part de la délinquance et de la criminalité arabo-africaine relèvent quant à eux de faits divers déracisés. On peut prendre la litanie, Antoine, poignardé à mort au Trocadéro le 1er janvier 2014. Marin Sauvageon, effroyablement tabassé avec des séquelles gravissimes à Lyon le 11 novembre 2016. Morane et Laura, poignardés à mort gare Saint-Charles à Marseille le 1er octobre 2017. Joachim, poignardé à mort à Montpellier le 2 novembre 2017. Adrien Pérez, poignardé à mort à la sortie d'une discothèque à Mélan le 29 juillet 2018. Et puis, au cours de cet été meurtrier de 2020, Axel, écrasé puis traîné sur des centaines de mètres pour finir démembré à Lyon. Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tabassé à mort à Bayonne. J'en passe et des pires. Quel point commun entre ce qui nous a obstinément été présenté par les médias mainstream comme une simple succession de faits divers? Eh bien, le point commun, c'est que ces victimes sont toutes blanches et tous leurs auteurs sont maghrébins. Des cas isolés, nous dira-t-on encore. La lecture des ouvrages de Laurent Oberton ou plus simplement de la presse quotidienne régionale nous livre pourtant une quantité astronomique de cas similaires. Qu'on ne se méprenne pas, la criminalité n'est évidemment pas monoraciale. Les criminels et les victimes sont de toutes origines dans notre pays. Mais s'agissant de la criminalité interethnique, elle est quasiment unidirectionnelle. Les Blancs étant très majoritairement victimes de Maghrébins et de Subsahariens, alors que l'inverse est rarissime. C'est un fait, ce n'est pas une opinion. Ah, excusez-moi, il y a effectivement le malheureux Brahim Bouharam, tué par un skinhead le 1er janvier 1995. Les antiracistes s'accrochent à cette bouée depuis 25 ans et n'ont rien trouvé d'autre contre le peuple historique que le matraquage ad nauseam de ce drame.
Le bilan idéologique du système antinational qui nous gouverne est simple. Rien ne démontre que tous ces crimes sont racistes. Alors moi, je vais vous poser une question. Imaginez les conclusions du camp du bien si le bilan était inverse, à savoir une litanie de crimes dont les auteurs sont blancs et les victimes arabes ou noires. Mais que n'aurait-on pas entendu? Et ça n'est pas fini. Quelques jours après l'incident Marcus Thuram, dans la nuit du 19 au 20 décembre, avait lieu, vous savez, le concours visant à élire Miss France 2021. Pour représenter la Provence, mademoiselle April Benayoum. Sa beauté avait dans un premier temps fait l'unanimité, jusqu'à ce que soit révélée son ascendance israélienne du côté de son père. En une soirée, chers amis, certains sites ont répertorié près de 50 000 tweets suintant d'un antisémitisme abject, certains en appelant même à Hitler et aux chambres à gaz. Et quand on regarde de plus près, les titulaires de ces comptes étaient dans leur grande majorité issus de la diversité musulmane. Certes, cet antisémitisme a été dénoncé par plusieurs personnalités comme Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti ou encore Laetitia Avia. Mais bizarrement, aucune d'entre elles n'a osé nommer le mal. C'est un antisémitisme sans coupable qui tombe du ciel comme ça. Un antisémitisme sans antisémite en somme. La palme du déni revient à cette ministre qui a condamné ces tweets odieux tout en concluant que la Provence est magnifique. Comme si ces tweets visaient le pays de la lavande. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit? Dans la même veine, les très people magazines Gala et Voici, tout en condamnant l'opération antisémite d'envergure contre Miss Provence, attribuent la dite opération, tenez-vous bien, à l'extrême droite. Vous savez, cette extrême droite fantasmatique qu'on mobilise à tort et à travers pour jeter un voile sur le réel. Une cécité idéologique aussi volontaire que honteuse. Moi, je me souviens que quand la haine des Juifs provenait de blancs ou de chrétiens, le mal était nommé et les coupables immédiatement et à raison cloués au pilori politico-juridico-médiatique. Souvenons-nous par exemple de l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras dans les années 80, attribuée immédiatement au Front National de l'époque, qui sera finalement mis hors de cause au terme de l'enquête. Tel n'est jamais le cas de l'antisémitisme provenant de la diversité islamisée. C'est incroyable. Vache sacrée des élites dirigeantes françaises depuis les années 80, la déesse diversité est réputée toujours victime et jamais coupable. Une réalité constatée jusque dans les prétoires, où les noms à consonance musulmane bénéficient souvent, et vous le savez, d'une inquiétante clémence des juges. Encore des victimes. À l'aune de cette réalité tangible, ce qui s'est passé avec Miss Provence est-il vraiment une surprise? Pas vraiment. La France entière le sait désormais, toute une partie de l'énorme immigration arabo-afro-musulmane qui vit dans notre pays est antisémite. Plus par antisionisme d'ailleurs, il faut être honnête, que par haine du juif en tant que tel. Elle est d'ailleurs, cette diversité, également anti-blanche, homophobe et sexiste. Le simple bon sens voudrait que l'on se dise « Bon allez, ça suffit, on a assez de problèmes pour les 30 ans à venir avec ceux qui sont déjà là, alors stop !» Mais non, on continue à laisser entrer chaque année par centaines de milliers des gens dont une bonne partie deviendront non pas des chances, mais des problèmes, voire des drames pour la France. Centaines de milliers de personnes dont une part non négligeable est antisémite. En 2022, les Français auront une chance ultime de mettre un terme à cette folie. Et s'ils ne saisissent pas cette chance, alors ils condamneront les générations futures à une forme de guerre civile interethnique, froide, chaude ou incandescente, au rythme des incidents, des crimes et des attentats qui secoueront notre pays. Et au final, ça sera le peuple français historique qui s'inclinera. Vous savez, ce qui me fascine, moi, et ce qui me terrifie à la fois, c'est que les Français savent ce qui les attend. Ils peuvent réagir et se défendre politiquement. Mais pour je ne sais quelle raison, ils continuent à élire des femmes et des hommes qui les mènent tout droit à l'euthanasie identitaire. Gageons, chers amis, que la France en 2022 se réveille de cette léthargie mortifère
et reprenne son destin en main pour que la France reste la France, pour que vive la France. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez être tenu informé des vidéos successives et futures, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube dès à présent en cliquant en bas sur le pouce. Merci, bonne et merveilleuse année à vous.